Bonjour à tous, bienvenue pour cette correction d'exercices supplémentaires 4 du nom et dernière liste d'exercices supplémentaires. Donc là je suis en train d'enchaîner après l'exercice supplémentaire 3. Donc j'espère que niveau calcul ça va plutôt mieux se passer. Bon, on verra bien. Donc on est parti. Exercice 1 alors. On va travailler dans l'espace et on considère le plan ayant comme vecteur directeur, donc on a P qui a pour vecteur directeur le vecteur U de coordonnées 1, moins 1, moins 1, pardon, et puis V qui a pour coordonnées 2, 3, moins 1. Ok, et on veut que ce plan passe par le point 0, 2, 1. On demande de déterminer le projeté orthogonal du point B, pardon. Donc le projeté orthogonal du point B, 7, 3, 4, sur le plan P. Ok, alors, chose qu'on peut remarquer tout de suite et qui va être très agréable, c'est que les vecteurs U et V sont orthogonaux. Ça se voit pas, mais c'est le cas, puisque U scalaire V, ben, ça fait 1 fois 2, plus moins 1 fois 3, plus moins 1 fois moins 1, ça fait 0. En effet, ça fait 2, ça fait 1, et là on a moins 3. Donc, il n'y a pas besoin d'aller chercher des vecteurs orthogonaux, on les a déjà sous la main, donc c'est bien pratique. Et a priori on n'est pas centré en 0, on n'a pas l'air d'être centré en 0, 0. Ok, donc ce qu'on pourrait faire c'est déterminer, peut-être pour s'en assurer, on pourrait chercher à déterminer les équations du plan, mais bon. Je ne vais pas le faire parce qu'on va garder cet avantage d'avoir l'orthogonalité des vecteurs pour éviter de faire trop de calculs. Ok, donc, je vais me lancer tout de suite à déjà écrire la projection orthogonale sur le plan P' passant par 0. D'accord. Donc je vais prendre P', plan coplanaire. Là je suis sur la question A. Plan coplanaire. Donc là, ça implique que U est orthogonal à V. Donc, plan coplanaire à P passant par 0. Donc je ne sais pas si mon plan passe par 0, mais c'est pas grave. Bon, je vais supposer que c'est pas le cas. Mais si c'était le cas, dans ce cas-là, il y a des choses qui vont simplifier dans le calcul. On le verra, mais... Ok. Donc voilà. Et puis la projection orthogonale... alors il faudrait que je note un autre vecteur, donc je vais donner W. Ok. Projection orthogonale de W sur le plan, et bien ça va être le calcul suivant, donc formule de cours, U scalaire W sur la norme de U au carré fois U plus V scalaire W sur norme de V carré, le tout fois V. Ok, donc il nous faut calculer, alors on va s'en occuper après, mais voilà, en tout cas on a la projection orthogonale qui se calcule comme ça sur le plan P', et donc là la projection orthogonale sur le plan qu'on regarde, il va falloir faire une transformation affine, donc taux V de cette projection orthogonale de taux moins V de X, enfin de U. Et puis au lieu de me casser la tête avec des X, Y, Z, je vais directement travailler avec les nombres. Ok. Donc là le vecteur, alors j'ai mis U, mais c'était W encore une fois que j'aurais dû mettre. Histoire de ne pas avoir de collision avec les notations qu'on a posées. Donc, et puis d'ailleurs j'ai mis V, mais je ne devrais pas l'appeler V. Ça aussi c'est une collision. Je vais mettre directement OC. Comme ça on est bon. Bon, et donc on veut la projection orthogonale du point B de coordonnées 7, 3, 4. Donc du coup ça veut dire que W je le prends comme égal à 7, 3, 4. Projection orthogonale de 7, 3, 4. Donc taux de OC, projection orthogonale de... Alors donc il faut que j'enlève le vecteur OC à 7, 3, 4. Donc il faut que j'enlève 2 en Y et 1 en X, ce qui me donne 7, 1,
3. Ok, maintenant il faut que je calcule le projeté orthogonal. Donc projeté orthogonal, bah, j'applique les formules. Donc si je fais U scalaire 7, 7, 7, 1, 3. Donc U scalaire 7, 1, 3, ça me donne 7 moins 1 moins 3. Et 7 moins 1 moins 3, ça me fait moins 4, donc 3. Ensuite, il faut que je calcule V scalaire 7, 1, 3. Et donc ici, on va obtenir 14. Oups. 14 plus 3 moins 3. Donc ça fait 14. Ensuite, la norme de U au carré, bah, ça va faire 3. Puisque c'est 1 au carré, plus moins 1 au carré, plus moins 1 au carré. Et la norme de V au carré, bah, ça va être 4 plus 9. Donc ça fait 13, plus 1, ça fera 14. Donc ça simplifie beaucoup quand même, c'est plutôt cool. Donc, on a que notre projeté orthogonal qu'on cherche à calculer, de 7, 3, 4, c'est égal à taux de OC de, bah, je dois faire juste, en fait on se rend compte que là j'ai 3 divisé par 3, et là j'ai 14 divisé par 14, donc en fait il faut juste faire U plus V. Ok, il faut juste faire U plus V. Donc taux OC de U plus V, donc j'additionne, j'ai 3, 2 et moins 2. Donc 3, 2, moins 2. Et j'ajoute le vecteur OC. Donc le vecteur OC, c'était 0, 2, 1. Donc j'ajoute 3. Là j'ajoute 2, donc ça fait 4. Et j'ajoute 1, ça fait moins 1. Voilà, donc le projeté orthogonal de B sur le plan, c'est le point B' de coordonnées 3, 4, moins 1. Ok. Bon, puis après on nous demande d'en déduire la distance entre le point B et le plan P. La distance entre B et le plan. Donc, je ne fais pas les vérifications, mais on peut vérifier que B' est orthogonal au plan. Pour cela, on peut faire le produit vectoriel des deux vecteurs UV, trouver un vecteur normal. Et puis donc, une fois qu'on a le vecteur normal, on peut vérifier. Puis une fois qu'on a le vecteur normal, on peut donner l'équation du plan, etc. Bref. Donc la distance ici, ça sera la longueur BB'. Ok. Donc c'est racine carrée de... Et donc je dois faire la norme de BB'. Donc BB', bah, je dois faire 3 moins 7, ça fait moins 4 au carré. 4 moins 3, ça fait 1 au carré. Et enfin, moins 1, moins 4, ça fait moins 5 au carré. Donc ça fait racine carrée de 16 plus 1 plus 25. 41, ça, ouais. 41, 42, racine carrée de 42. Bon, là je ne plie pas la valeur rapprochée, mais on doit trouver racine carrée de 42. Voilà pour l'exercice 1. L'exercice 2, donc. L'exercice 2, ça va être une redite de ce qui s'est passé avec la transvection, la composée de deux transvections, une transformation qui stabilisait une droite, seulement une droite, donc qui est non seulement stabilisée, mais qui rendait juste invariant une droite, rien de plus. Donc on va revenir sur ça, à travers cet exercice 2. Et cette fois-ci avec des questions un peu plus détaillées, enfin avec des détails de passage, sous la forme de questions. Donc, travaillons l'espace R3 et considérons la transformation suivante donnée par la matrice. Donc on a 2.5, moins 0.5, moins 1, moins 1.5, 1.5, 1, et enfin 2.5, moins 1.5, moins 1. On demande de montrer que le polynôme caractéristique qui m de x est égal à x moins 1 au cube. Bon, bah, il faut calculer. Hein. Donc on a x moins 2.5, 0.5, 1, 1.5, x moins 1.5, moins 1,
moins 2.5, 1.5, x plus 1. Alors, a priori, il n'y a pas d'opération, à part mettre un 0 si on veut. Donc là, par exemple, je peux faire ligne 2 devient ligne 2 plus ligne 1. Voilà, mais après, il n'y a pas vraiment d'opération qui permet d'avoir quelque chose en facteur. Donc on va faire le calcul, et puis après, on va simplifier et espérer que les choses se passent très bien. Ce qui devrait être le cas, puisque le polynôme caractéristique devrait être un truc assez gentil. Donc, x moins 2.5, 0.5, 1. Ici, je vais avoir x. Donc là, si je fais l'addition des deux, j'ai x moins 1. Si je fais l'addition des deux, j'ai aussi x moins 1. Et si je fais l'addition des deux, j'ai 0. Ensuite, j'ai moins... Ah bah oui, ça se passe bien, là, cool. Ok, je ne m'attendais pas à... Bon, tant mieux alors. Là, j'ai 1.5 et x plus 1. Très bien. Bon, alors maintenant que j'ai tout ça, bah, je vois que les x-1 se simplifient. Enfin, les x-1. Les x-1, je peux les mettre en facteur plutôt. Donc je me retrouve avec x-1 fois le déterminant de x-2.5, 0.5, 1, 1, 1, 0, et moins 2.5, 1.5, x plus 1. Bon, alors avant de développer, puisqu'on est encore en assez bon chemin, ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire, ou peut-être, est-ce qu'il y a des choses qui se passent encore bien si j'additionne... Ouais, ça va peut-être pas se passer aussi bien. Bon, c'est pas grave, bah, je vais tout développer maintenant parce que j'ai déjà un x-1 en facteur, donc j'en suis bien content. Donc je vais développer par rapport à cette dernière colonne. J'obtiens une fois le déterminant 1, 1, moins 2.5, 1.5. Oups. Ok. Et puis j'ai plus x plus 1, parce que là normalement c'est un moins, mais ici on arrive à la diagonale, x plus 1 c'est la diagonale, donc j'ai plus x plus 1 fois le déterminant de ce qui reste, donc x moins 2.5, 0.5. Oui, 1, 1. Donc voilà. Alors il faut faire le calcul maintenant jusqu'au bout. J'ai x moins 1 fois, donc 1.5 plus 2.5, ça fera 4. Voilà. Plus x plus 1 fois, et maintenant je fais le produit encore, donc là j'ai x moins 2.5, donc x plus 2.5, enfin moins 2.5, et puis après, moins 0,5. Ok, donc on continue de développer, hein. Sauf le x-1 qui est tout seul, qu'on le laisse tranquille, ça on est plutôt content. Là j'ai 4, puis j'ai plus x plus 1 fois x moins 3. Ok. Ça me donne quoi? Ça me donne x moins 1 fois... Alors, on va regarder puissance après puissance. J'ai un seul x carré. Ensuite, pour les x, j'ai 1x moins 3x, donc ça fait moins 2x. Et enfin, 1 fois moins 3, ça fera moins 3. Moins 3 plus 4, ça fait plus 1. Et là, identité remarquable, en effet, ça marche. J'ai bien x moins 1 au cube. Donc voilà pour le polynôme caractéristique. Okay. Si on a du mal à le voir, il ne fallait pas hésiter à tout développer, tout simplifier, et à la fin vous auriez dû obtenir x cube plus 3x carré, x cube moins 3x carré plus 3x moins 1. Si vous avez obtenu ça, bah c'est bon, c'est le même résultat. Donc ensuite on nous demande de déterminer l'espace invariant pour la valeur propre 1. De quelle transformation s'agit-il? Ok.
Donc, la valeur propre 1, donc ça veut dire que je dois prendre un vecteur U de coordonnées x, y, z, tel que t de U égale U. Ok, bon, j'écris directement le système, ça veut dire que j'ai 2.5 x moins 0.5 y moins 1 fois z, qui est égal à x. J'ai moins 1.5 x moins 1.5 y moins... pourquoi moins? Non, c'est plus. Plus, et puis moins... non, plus aussi z. Ça doit être égal à y. Et puis les dernières lignes, j'ai moins 2.5 x plus 1.5 y. Pourquoi plus? Oh, je suis en train de mélanger les signes. C'est pas terrible ça. Donc ça c'est plus, là c'est moins, et moins z. Et ça doit être égal à z. Ok. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les lignes 1 et lignes 2 sont les mêmes. C'est juste multiplié par moins 1. Donc ces deux lignes sont les mêmes. Et je peux les réécrire toutes les deux comme étant moins 1.5x plus 0,5y plus z égale 0. Et l'autre équation, nous avons 2.5x moins 1.5y moins 2z égale 0. Ok. Ce qu'on peut faire peut-être, c'est additionner les deux lignes pour avoir quelque chose d'un peu plus... je sais pas, c'est une façon de chercher à avoir des nombres sans virgule. Donc on pourrait additionner et soustraire les deux lignes pour voir un peu ce qui se passe. Donc si j'additionne les deux lignes, j'obtiens... Donc l'addition, ça fait 1x, donc x. X, là j'additionne, j'ai moins y. Et là j'additionne, j'ai moins z égale 0. Et puis si je fais la soustraction, là je vais avoir 4x moins 2y et puis moins 3z égale 0. Ceci me met bien en avant qu'on a une intersection de deux plans qui ne sont pas coplanaires. Donc ça va bien être une droite. Maintenant si je veux expliciter la droite, j'ai x égale y plus z donc. Et je remplace, donc ici je vais avoir 4y plus 4z. Là ici, ayant 2y moins 2y, je vais avoir donc 4y moins 2y, ça fera 2y. Et 4z moins 3z, ça fera z. Donc ça veut dire que z égale moins 2y. Et là, ça veut dire que x égale moins y. Donc, la droite va avoir pour vecteur directeur moins 1, 1, et enfin, un vecteur directeur en tout cas possible, ce serait le suivant. Et on a une droite. D'accord, une droite invariante. Donc de quelle transformation s'agit-il? Bon, si on repense au point du cours sur lequel j'ai été embêté et tout ça, oui, en effet, on a affaire à une transvection, mais pour être plus précis, on a affaire à une composition de deux transvections. Ok? C'est ça qu'il faut dire, on a affaire à la composition de deux transvections. Hop. Est une composition de deux transvections. Voilà. Je voulais le refaire sous la forme d'un exercice juste pour que ce soit plus clair, pour que ce soit plus compréhensible ce qui se passe, plutôt que d'en rester juste avec ce qui se passe dans le cours. Bon, alors on considère maintenant la transformation de T' comme étant T moins identité et M' la matrice associée à T'. Donc on a T', T moins identité, et M' la matrice associée à la transformation. La matrice associée à la transformation, c'est faire M moins identité. Donc je peux l'écrire, ça va être 1.5, moins 0.5, moins 1, moins 1.5, 0.5, 1, et puis 2.5, moins 1.5, moins 2. Remarquez de manière assez rigolote que la dernière colonne correspond à
au vecteur propre. Donc c'est quand même assez étonnant. Mais bon, bref. On nous demande, donc on note CI, le vecteur formé par la colonne I pour la matrice M'. Donc ça veut dire que lui c'est C1, lui c'est C2, lui c'est C3. D'accord? Si je regarde colonne après colonne, voilà mes vecteurs. Bon, et puis on nous demande donc de montrer que C1, C2, C3 forment une famille liée et engendrent un plan dont on déterminera l'équation. Alors si on regarde bien, ça va aller très vite, si on regarde bien, C2 et C3 sont collinaires. Donc c'est la question, d'ailleurs je suis à la question C. C2, en fait c'est 0,5 fois C3. Donc oui, C1, C2, C3 est libre. Est lié, pardon. D'accord? Pourquoi? Parce que ça veut dire que si je prends une fois C1 plus une fois C2 moins 0,5 fois C3, et ben j'ai 0. D'accord? Donc ça veut dire que j'ai une combinaison linéaire des vecteurs qui est non nulle et qui me donne 0. D'accord? Donc ça revient à dire que 0 fois C1 plus 1 fois C2 moins 0,5 fois C3 égale 0. Donc c'est en contradiction avec le fait d'avoir une famille libre, parce que le seul moyen d'avoir une combinaison qui vaut 0, ça veut dire que tous les coefficients devant chaque vecteur doivent valoir 0, ce qui n'est pas le cas ici. Ok? Donc la famille elle est liée, et maintenant il faut vérifier que ça engendre un plan. Pour que ça engendre un plan, il faut regarder le dernier vecteur ici. Alors si on veut, on peut enlever, enfin si vous voulez, vous pouvez ajouter ce vecteur-là à le vecteur C1. Donc si je prends C2 plus C1, ce que j'obtiens c'est donc 1, moins 1, 2, ce qui pas 2, 1, juste 1. Ça, ouais. Alors je me retrouve avec ce vecteur-là, et normalement on doit remarquer que les deux vecteurs-là, cette fois-ci, ce vecteur-là et le vecteur moins 1, 1, moins 2, là ils ne sont pas collinaires. Parce que si c'était collinaire, quand on regarde les deux premières lignes, ça doit être moins 1, et c'est pas le cas pour la dernière. Donc ok, check. Ça forme un plan. Et maintenant si je veux l'équation cartésienne, donc du plan, une équation cartésienne du plan, ce que je peux faire, c'est le produit vectoriel, comme on fait d'habitude. Le produit vectoriel des deux vecteurs ici qui engendrent le plan. Donc, si je fais 1, moins 1, 1, produit vectoriel avec moins 1, 1, moins 2. Alors, ce que j'obtiens, c'est donc, alors, 2, moins 1, donc ça fait 1. Ensuite, moins 2, plus 1, ça fait moins 1, mais avec le moins, ça deviendra 1. Et puis, le dernier à faire, c'est donc 1 moins 1, ça fait 0. Et normalement, voilà, ce vecteur il est bien orthogonal, donc ça marche. Donc le plan va avoir pour équation x plus y égale 0. Une équation cartésienne très gentille, très simple. Donc c'est cool. Ok. Bon voilà. Question D, alors on nous demande de montrer que les vecteurs n et w est une base de ce plan. Ok. Alors pour montrer que c'est une base de ce plan, ce qui serait bien, c'est de montrer que les deux vecteurs sont orthogonaux à ce vecteur, et ça marche, hein. C'est pas difficile de le voir. D'accord. Et que ça forme une base, bah, c'est pas collinaire. Donc les vecteurs n et w, donc remarquez que le vecteur w, on l'a trouvé. Le vecteur n est un tout petit peu différent de celui-là, mais pas grand chose en fait. Donc il faut juste remarquer que n scalaire 1, 1, 0, c'est 0. Puisqu'on fait 1 moins 1 et 0, donc ça marche. Ensuite, si je fais w scalaire 1, 1, 0, c'est pareil. Et puis, si je fais... je peux remarquer que n et w ne sont pas collinaires.
C'est même encore mieux que ça, parce qu'en fait, les deux vecteurs qui sont sous nos yeux sont orthogonaux l'un par rapport à l'autre. Si je fais n scalaire w, ça va faire 0. D'accord, faites-le, hein, on a 1 fois 1, plus moins 1 fois moins 1, donc ça fait 2, et puis ensuite, plus moins 2 fois 1, donc ça marche, ça fera 0. Donc ça aussi, ça peut permettre de justifier pourquoi c'est pas que les deux vecteurs ne sont pas collinaires. Ok, donc c'est bien une base du plan. Puisque c'est une famille libre maximale, hein, on ne peut pas avoir une famille plus grande, vu que la dimension du plan c'est 2. Donc voilà. Ok, on peut passer à la question E. Et la question E, on nous demande alors d'en déduire les vecteurs V1 et V2, tels que T de U s'écrit U plus U scalaire V1 fois le vecteur N plus U scalaire V2 fois le vecteur W. Ok, alors pour cela, on peut continuer à travailler avec T', hein, donc T' de U. Ce qu'on veut, c'est que T' de U s'écrive U scalaire V1 fois N plus U scalaire V2 fois W. D'accord, et puis bon, on va calculer les images des éléments de la base. Donc si je fais T' de 1, 0, 0, d'un côté je vais avoir la première colonne, donc 1.5, moins 1.5, 2.5. Et de l'autre côté, je vais avoir U scalaire V1, donc je vais mettre des constantes, hein, si vous voulez, donc je vais l'écrire plus haut. Je mets V1 comme étant alpha 1, bêta 1, gamma 1, V2 comme étant alpha 2, bêta 2, gamma 2. Ok, et puis j'ai plus qu'à faire le calcul et remplacer. Donc là je vais avoir alpha 1 fois le vecteur, donc n, qu'on a choisi être... Je l'ai effacé? Ah non, je ne les ai pas écrits en fait. Donc le vecteur n c'était 1, moins 1, moins 2, hein, c'est sur l'énoncé. Et puis le vecteur w, donc je fais alpha 2 fois le vecteur w qui vaut 1, moins 1, 1. Ok. Donc en voyant ça, qu'est-ce que je veux? Je veux que alpha 1 plus alpha 2 soit égal à 1.5. Je veux que alpha moins alpha 1 moins alpha 2 soit égal à moins 1.5. Bon, vous remarquerez que la première et la deuxième équation c'est la même, donc je peux ne pas... Et dans les autres cas ça sera pareil, donc c'est pas la peine de l'écrire. Et je veux que moins 2 alpha 1 plus alpha 2 soit égal à 2.5. Ok, et donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Je pense que... ce que je peux faire, c'est faire la soustraction lui moins lui. Donc si je fais lui moins lui, j'obtiens 3 alpha 1, enfin lui moins lui plutôt. Donc 3 alpha 1 égale moins 1. Donc alpha 1 égale moins 1 tiers. Et si alpha 1 égale moins 1 tiers, ça veut dire que alpha 2 vaut 1.5, donc je peux réécrire 3,5 plus 1 tiers. Et donc ça va nous faire, je mets sur 6. Donc si je mets sur 6, ça nous fait 2 plus 9, donc ça fait 11 sixième. Ok, donc là on a déjà alpha 1, alpha 2, c'est bien. Donc je vais peut-être remplacer ici. Et 11 sixième. Ok. L'étape suivante, je regarde l'image de... Donc là je reprends ici et je regarde l'image de l'élément suivant. Donc l'image de 0, 1, 0, ça va être la deuxième colonne. Ça c'est T' de 0, 1, 0. Et si je fais les calculs, j'obtiens alpha 2, bêta 1. Donc bêta 1 fois le vecteur n. Donc le vecteur n, toujours 1, moins 1, moins 2. Et puis plus bêta 2 fois le vecteur 1, moins 1,
moins 1. Non, 1, moins 1, 1 plutôt. Ok, donc encore une fois, je vais juste prendre la première ligne. La première ligne me dit que bêta 1 plus bêta 2 doit être égal à 1. Non, doit être égal à 0,5, moins 0,5. Moins 0,5. L'autre, je ne l'écris pas. Et la dernière ligne, je vais avoir moins 2 bêta 1, moins 2 bêta 1 plus bêta 2 qui doit être égal à moins 1,5. Donc encore une fois, je peux faire lui moins lui. Lui moins lui, ça me fera 3 bêta 1 égale 1. Donc ça veut dire que bêta 1 égale 1 tiers. Je voudrais me demander si c'était pas moins 1 tiers que j'avais trouvé. Oui, c'était moins 1 tiers. Ouais. Donc là, j'ai 1 tiers. Et une fois que j'ai 1 tiers, j'aurais écrit l'autre. Hein, donc bêta 2 égale moins 1,5 moins 1 tiers. Donc si je mets tout en sixième, ça fait 3 plus 1, donc ça fait... Alors, est-ce que je l'ai écrit, 3... Non, c'est la 3 plus 2, ouais. Donc 3 plus 2, ça fait 5 sixièmes, donc moins 5 sixièmes. Donc la bêta 1, 1 tiers, et bêta 2, 5 sixièmes. Enfin, moins 5 sixièmes. Ok, puis il reste le dernier. Donc le dernier... Moins 1, 1, 2, moins 2. Ici j'ai 0, 0, 1. Là je dois avoir gamma 1 et gamma 2. Donc, hop, je dois avoir que gamma 1 plus gamma 2 doit faire moins 1. Et je dois avoir que moins 2 gamma 1 plus gamma 2, ce soit égal à moins 2. Je fais la soustraction des deux. J'obtiens 3 gamma 1 égale 1. Donc 3 gamma 1 égale 1, ça veut dire que gamma 1 égale 1 tiers. Et puis, une fois que j'ai 1 tiers, encore une fois, j'ai gamma 2 qui est égal à moins 4 tiers. Donc moins 4 tiers et gamma 1 qui est égal à 1 tiers. Et voilà, terminé. Donc j'ai mes vecteurs V1 et V2, c'est bon. Ça demande un peu de calcul comme vous le voyez, hein, il y a un peu de système d'équations à résoudre et tout ça, mais ça se passe bien. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai bien les deux vecteurs. Et bah, j'ai terminé, mon T de U s'écrit bien comme ça, avec V1 qui vaut cette chose et V2 qui vaut cette autre chose. Voilà, voilà. Bon, on va passer à l'exercice 3 alors. En espérant que là, en l'ayant refait comme ça sous le cadre d'un exercice, ça vous a permis d'y voir plus clair sur ce que j'expliquais la dernière fois en disant qu'on avait à faire une composition de transvection et voir la méthode là comme ça faite à travers un exo. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre, de mieux saisir ce qu'il fallait faire et ce qui se cache là-dessous. J'espère. Donc exercice 3. On va déterminer la distance entre deux droites. Donc on veut déterminer la distance entre la droite D, qui a pour équation paramétrique x égale t plus 1, y égale moins t plus 1, z égale t plus 5. Et puis delta, qui a pour équation x égale 2s plus 1, y égale s moins 5, et z égale moins 4s plus 1. Bon, alors la distance, je ne vais pas vous refaire les trois méthodes, encore une fois, je vais essayer de vous habituer à la méthode la plus efficace, à savoir la méthode en utilisant la droite orthogonale à ces deux droites, ok, passant par 0. Je pense que c'est la méthode vraiment la plus efficace, maintenant, mais j'insiste sur le fait que si vous voulez vous entraîner, vous pouvez très bien vous entraîner à faire les autres méthodes. Ces autres méthodes sont toutes aussi correctes, c'est juste qu'elles sont un peu plus longues, demandent plus de calcul. Voilà, moi je pense que si on s'entraîne à utiliser la troisième méthode, à comprendre la troisième méthode, je pense qu'on peut aller bien plus vite. Ok ? Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais prendre un vecteur directeur ici, donc on a le vecteur 1, moins 1, 1. Ici, on a le vecteur V directeur qui serait 2, 1, moins 4.
Et puis on fait le produit vectoriel des deux. Bon, je vais l'appeler N0 encore une fois, histoire d'être sûr que ça se passe bien. Donc j'ai 1, moins 1, 1, au sens où je ne peux pas simplifier. 1, 4. Bon, encore une fois, un produit vectoriel. Donc 4, moins 1, ça fait 3. Ensuite, moins 4, moins 2, ça fait moins 6. Mais avec le moins qui saute, ça devient plus 6. Et puis, le dernier, 1 plus 2, ça fait 3. Et encore une fois, je l'ai bien pressenti. Donc je vais considérer n comme étant 1, 2, 1. Je vous conseille de le faire parce que comme ça permet d'éviter de se taper des calculs avec des grands nombres. Donc si on peut trouver un vecteur, si par hasard on peut diviser par un nombre le vecteur qu'on a ici, bah on le divise. Hein. Donc là par exemple je pouvais diviser par 3, c'est ce que je viens de faire. Okay, donc, je vous conseille de le faire, ça permettra de voir les choses plus facilement. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais considérer donc delta. Bon, j'écris juste les équations, même si dans le fond je ne l'utilise pas, hein, mais c'est juste pour qu'on comprenne ce que je suis en train de faire. Donc delta, je considère la droite avec ce vecteur directeur. Je ne vais pas appeler t, je vais appeler sigma comme je l'avais fait la dernière fois. Donc j'ai sigma, y égale 2 sigma, et z égale sigma, avec sigma dans R. Ok. Et donc maintenant je vais faire la projeter. Donc je prends un point de D, hein, donc j'ai le point 1, 1, 5 qui appartient à D. Je l'appelle B. J'ai C qui a pour coordonnées 1, moins 5, 1, moins 5, 1 qui appartient à la droite delta. Et donc je vais les projeter tous deux sur la droite petit delta. Donc P de petit delta de OB, bah, ça va être le produit scalaire donc de OB avec le vecteur n sur la norme de n au carré fois le vecteur n. Donc le produit scalaire, bah, je vais avoir 1 plus 2 plus 5, donc 1 plus 2 ça fait 3, 3 plus 5 ça fait 8, donc j'obtiens 8, divisé par la norme au carré de la droite, c'est 6 si je ne m'abuse, 1 plus 4 plus 1 en effet, ça fait 6, fois le vecteur n, 1, 2, 1. Okay. On peut simplifier un petit peu en écrivant que c'est 4 tiers, 1, 2, 1. Je fais ensuite la projection du vecteur OC. Donc OC c'est ce vecteur-là. Donc produit scalaire, j'ai 1 moins 10 plus 1. Donc ça fait moins 8. On se retrouve avec moins 8 sur 6. 1, 2, 1. Je peux aussi simplifier en moins 4 tiers. 1, 2, 1. Et donc si je veux avoir la distance... Donc ça me donne C', hein, si vous voulez, là j'ai B', là j'ai C'. Et maintenant si je veux la distance entre les deux droites D et delta, bah, il suffit de regarder la norme de la différence des deux. La différence des deux, donc si je fais 8 moins 8, ça fait 8 tiers. Donc j'ai 8 tiers de 1, 2, 1. Je fais la norme de ce truc-là. Donc ce qui est bien, c'est que quand on met quelque chose en facteur, on peut le garder en facteur, donc ça fait 8 tiers. Et puis la norme de lui, ça va être, on l'a calculé juste un peu plus tôt, donc ça fait 6 on a dit, donc c'est racine carrée de 6. Voilà le résultat, la distance entre les deux droites D et delta, c'est cette valeur-là. 8 sur 3 fois racine de 6. Qu'on pourrait simplifier si on veut, ou qu'on peut donner une valeur rapprochée si on veut. Je ne le fais pas ici, je donne juste le résultat sous cette forme, c'est déjà très bien. Ok, et puis l'exercice 4, dernier exercice de cette liste d'exercices supplémentaires. Encore une fois, si vous avez des questions, quoi que ce soit, une incompréhension, n'hésitez pas à envoyer un petit courriel. Hop. Vous voyez quand même que c'est assez efficace de le faire de cette manière-là. Après, les autres, je ne dis pas qu'ils sont forcément des plus efficaces, mais en tout cas, je trouve que ça demande moins de calcul. Cette méthode-là demande moins de calcul par rapport aux autres, demande moins de difficultés en termes de manipulation avec les fractions et tout ça.
Donc bon, voilà, je vous invite vraiment à vous entraîner à utiliser cette méthode. Donc l'exercice 4, on a 3 vecteurs de l'espace, hein, donc U de coordonnées 1, 2, 1, V de coordonnées 2, 1, 2 et W de coordonnées -1, 2, -1. On nous demande d'appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt de la famille sur la famille UVW. Donc là, il s'agit du cours 13, d'accord, dernier cours qui sera au programme de l'examen. Donc, pour appliquer l'algorithme de Gram-Schmidt, on fait comme on suit le cours. Donc, on a choisi de le faire dans cet ordre, hein, UVW, ça aurait pu être dans un autre ordre, mais là, on veut le faire dans cet ordre-là. Donc, la première chose, c'est que je vais considérer epsilon 1 comme étant le vecteur U divisé par sa norme. Donc le vecteur U divisé par sa norme, là ça va me faire, la norme de U c'est racine de 6, hein, on l'a vu juste un peu avant d'ailleurs, c'était le même vecteur qui était le vecteur normal de tout à l'heure. Donc 1 sur racine de 6 fois 1, 2, 1. Ok, maintenant, donc ça c'était la première étape. Deuxième étape, là je regarde epsilon 2'. Epsilon 2', ça va être V moins le projeté orthogonal sur la droite ayant pour vecteur directeur le vecteur U, qui se traduit à présent par le calcul suivant, epsilon 1 scalaire V fois epsilon 1. Donc V 2, 1, 2, moins epsilon 1 scalaire V. Donc je me retrouve avec 2. Bon, si vous voulez, je peux laisser de côté le 1 sur racine de 6 et faire le calcul d'abord là. Donc j'ai 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. Donc 6 sur racine de 6. Fois le vecteur 1 sur racine de 6. Et puis 1, 2, 1. Ok, donc ça c'est le produit scalaire. Hein. Et puis ça c'est le vecteur epsilon 1. Qu'on a déterminé juste un petit peu avant. Donc là, racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. 6 sur 6, ça fait 1. Donc c'est cool, ça se simplifie plutôt bien. On a ça, moins 1, 2, 1. Et donc ceci me donne 1, moins 1, 1. Ok. Et donc étape 3, epsilon 2, c'est donc epsilon 2' sur la norme de epsilon 2'. Donc la norme de epsilon 2' c'est racine de 3. Donc je me retrouve avec 1 sur racine de 3 fois le vecteur 1 moins 1, 1. Et puis je continue, hein, je n'ai pas fini puisque j'ai un troisième vecteur. Donc il faut que je revienne à l'étape 2. Donc, étape 2 bis, si vous voulez. Donc étape 2 bis, je prends epsilon 3'. Et epsilon 3' c'est quoi? C'est, c'est W moins son, donc W, moins son projeté orthogonal, donc moins epsilon 1 scalaire W fois epsilon 1 plus epsilon 2 scalaire W fois epsilon 2. Voilà, ça demande un peu de calcul maintenant. Donc on va les faire à part. Epsilon 1 scalaire W. Donc pareil, je ne me préoccupe pas de la racine carrée, je fais le calcul sans penser à la racine carrée d'abord. Donc le W c'est lui, et je fais le produit scalaire avec lui. Donc j'ai moins 1 plus 4 moins 1, donc ça fera 2. Et j'obtiens donc 2 divisé par racine de 6. Pour epsilon 2 scalaire W, donc epsilon 2 scalaire W, ce que je vais avoir, donc pareil, je ne m'occupe pas de la racine de 3. J'ai moins 1, moins 2, moins 1, donc ça fait moins 4 sur racine de 3. Donc je ne me préoccupe pas de la racine de 3, mais je la mets à la fin, puisque de toute façon il y a la racine de 3 en facteur. Ok, et puis il n'y a plus qu'à remplacer, donc epsilon 3', c'est donc
le W qui était moins 1, 2, moins 1, moins son projeteur orthogonal, donc le projeteur orthogonal dont on vient de faire pas mal de calculs, on a 2 sur racine de 6 fois 1 sur racine de 6, 1, 2, 1, et puis moins, parce que là il y a un moins, 4 sur racine de 3, normalement c'est plus, mais avec le moins ça devient moins, fois 1 sur racine de 3, et puis 1, moins 1, 1. Ok, on a 2-3 choses qui se simplifient. On a même du tiers qui va se mettre en facteur, ça c'est plutôt sympa. Donc on va avoir, là on a 6, 2 sur 6 ça fait un tiers. Là ici, là on est en 3, donc on peut mettre aussi un tiers en facteur. 1, moins 1, 2, moins 1, moins 1 tiers, 2. Et donc en mettant un tiers en facteur, on obtient 1, 2, 1, moins 4, moins 4, 4. Donc moins 1 tiers, 2. Donc 4 moins, enfin 1 moins 4 ça fait moins 3. 2 plus 4 ça fait 6. Et 1 moins 4 ça fait 3. Enfin moins 3. Divisé par 3, bah, c'est encore une fois quelque chose d'assez cool. Hein. Donc là qu'est-ce qu'on obtient, bah, on obtient 0. Ah. Ça c'est problématique. Ça c'est problématique. Donc ça veut dire que le vecteur A, donc j'ai donné un mauvais vecteur W. Da. Bon, j'ai donné un mauvais vecteur W, parce que là, donc, ça veut dire que la famille n'est pas une base. Hein, c'est pas une famille libre, parce que là on obtient 0. D'accord. Donc je vais modifier un tout petit peu l'énoncé, je modifierai ensuite. Vous en faites pas. Vous allez être tenu au courant. Je vais peut-être mettre 1 à la place, et je pense que cette fois-ci ça va peut-être mieux se passer. Donc qu'est-ce qui change comme calcul ici? Voilà. Le produit scalaire, bah, ça change un peu je crois. Donc le produit scalaire, on obtient moins 1, plus 2, plus 1. Donc moins 1 plus 2 plus 1, ça fait 2. Ça fait toujours 2? Ouais, ça fait toujours 2. Je vérifie quand même. Hein. Moins 1. Ah non, ça fait... Ouais, je dis des bêtises là. Donc ça fait moins 1 plus 4 plus 1. Donc ça fait plutôt 4. Voilà. Donc là j'ai 4. Et puis pour l'autre vecteur, on a moins 1, moins 2, plus 1. Donc ça fera moins 2. Oups, j'ai pas besoin de mettre 2. Donc je modifie un peu les calculs, juste en enlevant le moins qu'il y a sur le W là, le moins. Normalement je pense que ça devrait mieux se passer. Donc on va voir, hein, mais ça devrait. Donc là ici j'ai 4. Ici je vais avoir 2. Donc c'est ce qui change. Maintenant, une fois que j'ai changé ça, j'ai toujours le 1 tiers que je vais pouvoir mettre en facteur. Il y a même 2 tiers que je peux mettre en facteur en fait. Il y a même 2 tiers que je peux mettre en facteur. Et je me retrouve avec ce vecteur plus, enfin moins ce vecteur. Ok. Donc ça fera 2 tiers de 1 moins 1, 0. Bon là ça va, cette fois-ci ça se passe mieux. 3, 0. D'accord. En ayant changé ce dernier vecteur, ça ne change rien à epsilon 1 et epsilon 2, hein, puisque c'était par rapport aux deux premiers vecteurs. C'est juste epsilon 3 là qui change. Et maintenant ça doit mieux se comporter. Donc j'ai ça, et en effet ça se comporte mieux. Donc là j'ai un 2. Du coup ça veut dire que je dois faire juste moins 2 et j'obtiens moins 1, 0, 1. Voilà. Donc je le rappelle, avec le vecteur que nous avions ici, normalement le dernier epsilon, on devait avoir 0. Et ça signifie que la famille était liée. Ça veut dire que cette famille-là était liée avec le moins. Et maintenant que j'ai enlevé le moins, bah, le calcul de epsilon 3' me donne ceci. Et là, bah, ça veut dire que comme ce epsilon 3' n'est pas nul, ça veut bien dire que la famille est libre et donc forme une base. Donc epsilon 3' c'est ça, et donc epsilon 3, c'est étape 3 bis.
Epsilon 3, c'est donc ça divisé par sa norme, donc c'est 1 sur racine de 2, moins 1, 0, 1. Et voilà. Ok. Et donc j'ai mes trois vecteurs, hein. Donc les trois vecteurs sont donc, epsilon 1 qui vaut 1 sur racine de 6 fois 1, 2, 1. Epsilon 2 qui est égal à 1 sur racine de 3 fois le vecteur 1, moins 1, 1. Et puis epsilon 3 qui est égal à 1 sur racine de 2 fois le vecteur moins 1, 0, 1. Et comme je viens de le dire, hein, donc justifier que cette famille est une base, donc la famille UVW est une base, parce qu'on a pu en extraire une famille orthonormée, donc l'algorithme de Gram-Schmidt ne nous a pas donné de vecteur nul. D'accord? Donc UVW est une famille libre, déjà, car aucun epsilon I n'est nul. Et donc, bon, bah, si vous voulez, refaites l'exemple à la place en mettant moins 1 et vous allez avoir un epsilon qui vaut 0. Ça signifie que la famille était liée. D'accord? Ok. Et donc là, la famille est libre et de plus, l'espace ici est de dimension 3. D'accord? On travaille dans un espace, dans l'espace R3. Donc dans R3, si on a une famille libre de 3 vecteurs, elle est génératrice de cet espace. Et donc, c'est une base. Okay, donc la famille qu'on avait là-bas en haut, elle est une base, et la famille que nous avons ici aussi est une base. Bon, et puis donc on nous demande de la construction. Ça aurait été bien de préciser quel plan. En déduire la distance entre B et P. Mais P, on n'a pas précisé quel plan. Bon, bah, je vais préciser quel plan. Le plan, c'est le plan généré par U et V. D'accord? Donc le plan P, et je l'écrirai aussi sur le sujet, c'est le plan généré par U et V, passant par l'origine. Ok? Donc si je fais... le principe de Gram-Schmidt me dit que ces vecteurs-là, notamment epsilon 1 et epsilon 2, génèrent le plan, et epsilon 3 est orthogonal au plan. Donc ce que je peux faire, grâce à tout ce qu'on vient de calculer, c'est déterminer le projeté orthogonal de B, donc, mais sur la droite, donc ce que je vais considérer c'est delta, la droite qui va avoir comme vecteur le vecteur epsilon 3 comme vecteur directeur. Passant par O. Ok. Et je vais projeter un élément du plan. Donc bon, le plan il passe par 0, alors voilà. En fait je vais juste projeter un élément, juste le point B de coordonnées x, y, z sur la droite delta. Et c'est ça qui va me donner la distance. Donc P delta de OB. J'applique alors la formule, ce qui est bien c'est qu'elle se simplifie énormément. Je fais epsilon 3 scalaire OB fois epsilon 3. Donc j'ai plus qu'à faire, et après j'aurai plus qu'à faire la norme, et je termine. Donc, epsilon 3 c'est ce truc là-bas, j'ai moins x plus y, plus z, c'est moins x plus z. Divisé par racine de 2 fois 1 sur racine de 2 moins 1, 0, 1. Donc on se retrouve avec moins x plus z sur 2 fois le vecteur moins 1, 0, 1. Et donc la distance entre B et ce plan
et bien ça va être la valeur absolue de moins x plus z sur 2 fois racine carrée de 2. Voilà, donc il va revenir en fait à ce qu'il y a comme composante ici devant. Hein. Juste il faut mettre des valeurs absolues parce que moins x plus z ça peut être négatif. Il faut faire un peu attention. Mais voilà. Bon voilà qui achève la correction des exercices supplémentaires 4. Et donc la correction des exercices supplémentaires tout court. En espérant avoir été assez clair sur les calculs. Donc il faut juste que je modifie un petit peu l'énoncé de l'exercice 4 pour que ça colle avec ce que je viens de faire. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à envoyer des courriels. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour le cours 14. Et puis ensuite les sessions de questions-réponses. Et également la correction de l'examen de pratique. Voilà. Allez, salut à tous donc.